L'invité café. Et ce matin, nous recevons alors l'homme qui tient le portefeuille du pays, le grand argentier, on va dire, du gouvernement, autrement dit le ministre du budget, de l'économie et des finances en charge des énergies. Bonjour Tevaiti Pomare. Yorana Ibrahim, merci pour l'invitation. Je tiens Alors, à saluer celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Alors, première question, comment se portent les finances du pays aujourd'hui ? La trésorerie du pays est au beau fixe, puisqu'on a près de 50 milliards de trésorerie. Seulement, on a un endettement très important de l'ordre de 150 milliards. Cet endettement a plus que doublé ces 2 dernières années. Et donc ça bloque quelque chose dans le mécanisme, dans par exemple les prévisions d'investissement ? Ça veut dire qu'on a besoin de davantage d'argent pour pouvoir rembourser ces emprunts qu'on a fait avant. Donc ça nous limite dans nos investissements. Alors cet argent, vous allez le trouver où ? Cet argent, c'est la croissance. Donc on va générer de la croissance pour qu'on ait davantage de recettes fiscales. Ces recettes fiscales qui vont servir à financer l'action publique du gouvernement. Alors comment vous allez faire pour générer cette croissance justement ? On va soutenir les entreprises, donc on va continuer à se concerter avec les entreprises. Je rappelle qu'un mois après notre nomination, nous avons reçu l'ensemble des acteurs économiques au gouvernement, à la présidence. Pendant 3 jours, nous avons mené des ateliers. Suite à ces ateliers, des mesures sont sorties. Certaines de ces mesures ont été transcrites directement 1 semaine après dans le collectif budgétaire de juillet. Alors, vous diriez que vous avez hérité finalement d'une situation financière difficile de la part du précédent gouvernement ou non ? La situation est difficile aujourd'hui, effectivement, étant donné que l'endettement est présent. Le contexte international économique est relativement difficile. Donc, il y avait un contexte d'inflation. Donc, on va dire c'est une situation de tous les défis. Alors, le président du pays, Mwetel Patterson, se disait hier soir, il était l'invité du journal télévisé, il se disait surpris de certaines décisions du précédent gouvernement qui sont lourdes de conséquences, comme par exemple le village tahitien, c'est 42 milliards de dépenses publiques. Ça me paraît déraisonnable, a affirmé le président du pays. Vous en pensez quoi, vous, de ce projet ? Il faut le redimensionner ? Il y a effectivement des choix qui ont été faits et qui méritent d'être reconsidérés. Parce que ce village polynésien, donc les lauréats ont été attribués, on va dire, 1 mois avant le renouvellement du gouvernement. C'est un projet qui était attendu depuis plus de 10 ans. Et au regard de la situation, on se rend compte que ce projet nécessite 42 milliards d'investissements du pays. Il faut savoir que le pays investit à peu près 30 milliards par an. Donc 42 milliards, c'est presque 1 année et demie d'investissement alloué, ne serait-ce que sur ce projet. Et dans la politique, on va dire, de développement du pays, notamment du tourisme, il conviendrait de se poser la question, est-ce qu'il faudrait développer davantage l'hôtellerie en Polynésie, à Tahiti, sachant que le tourisme reste plutôt 2 jours à Tahiti et puis repart dans les îles. Dans les archipels. Dans les archipels. Vous, votre position, c'est quoi ? Il faut le redimensionner, mais vraiment considérablement, ce village tahitien ? Je pense qu'il faut le redimensionner. Et il faut en fait le mettre en regard avec notre volonté de développement des archipels et puis concentrer davantage nos actions sur le développement de l'hôtellerie, par exemple, des petites pensions de famille dans nos îles éloignées. Redimensionner, ça veut dire quoi ? Que par exemple, fini les 42 milliards, si j'ai bien compris, il faudrait réserver ou investir combien pour ce village tahitien ? Ça, c'est tout l'objet des concertations qui vont avoir lieu avec les lauréats. Les lauréats. En tous les cas, il faudrait que ce soit un projet qui soit soutenable aussi par le pays, parce que le pays, aujourd'hui, on ne peut pas allouer 42 milliards, ne serait-ce que pour ce projet, parce qu'il y a énormément de projets à mener. Un projet soutenable, ça veut dire quoi ? Une fourchette, par exemple ? Ça, il faut le voir avec les lauréats. Donc, c'est une fourchette à déterminer. Et puis aussi voir... Il n'y a pas un seuil au-delà duquel il ne faut pas aller ? Aujourd'hui, 42 milliards, ça semble démesuré. La moitié, à mon sens, serait plus raisonnable, on va dire.
Alors, l'un des obstacles majeurs déclaré hier le président Boderson, c'est l'évolution exponentielle des dépenses de santé. Alors, si on ne fait rien, a-t-il déclaré, on va dépenser 70% du budget du pays à soigner des gens malades. Comment éviter d'atteindre de telles dépenses, selon vous? Il faut effectivement que nous menions ces réformes structurelles hein, que nous attendons depuis 20 ans, et puis maîtriser nos dépenses et mieux se soigner. Hum. Alors, pour qu'il y ait moins de malades, peut-être faut-il que les gens également mangent mieux, en tous les cas plus sainement. Vous avez votre mot à dire, vous, en ce qui concerne les produits trop sucrés, trop gras ou trop salés qui entrent au Fénois, ou alors vous laissez faire, comme on dit, la grande distribution qui parfois vous oppose une sorte de chantage à l'emploi. Ouais, réformer, c'est aussi penser à la prévention notamment sur ces produits sucrés. Donc le pays peut avoir un regard, on va dire, incitatif sur la politique alimentaire de ces prochaines années. D'accord, mais pas d'action en tous les cas sur les acteurs de la grande distribution. On peut se concerter avec la grande distribution pour voir comment nous pouvons en fait faire ces prochaines années, euh, donner une alimentation plus saine et meilleure à nos Polynésiens. Alors, est-ce que la concurrence serait pas de mise ici? Il n'existe pas de situation de monopole, selon vous, dans le secteur de la grande distribution? Ben, il y a des acteurs qui ont une grande part de marché, donc c'est à l'autorité polynésienne de la concurrence de s'exprimer, de savoir s'il y a un monopole ou pas. En tous les cas, elle est là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de situation de dominance exagérée, et il est important qu'une concurrence saine puisse s'exercer pour qu'effectivement les acteurs soient encouragés à fournir de meilleurs produits à des prix plus faibles. Vous n'avez pas votre mot à dire, vous? La concurrence, on va dire, prérogative de l'autorité polynésienne de la concurrence. Donc, c'est une institution indépendante. Le pays n'a pas à s'exprimer sur les avis de l'autorité de la concurrence. La réforme de la fiscalité, ça va être l'un des grands chantiers du gouvernement. Vous envisagez toujours des prélèvements sur des salaires supérieurs, je ne sais plus si c'était 400 000 ou 600 000? Alors, nous n'envisageons pas d'augmenter la CST, hein, si c'est la question. Je l'ai annoncé dès le mois de juillet. Le gouvernement réfléchit à une réforme, on va dire, juste, équitable. La volonté du gouvernement, ce n'est pas de créer davantage de pression fiscale. On pointe souvent du doigt l'absence de véritable concurrence en ce qui concerne, on l'a vu, la grande distribution par exemple. Vous pensez, vous, que en tous les cas, cette concurrence, c'est uniquement l'affaire de la structure qui s'occupe de ça? Et le pays est ici aussi pour favoriser hein, l'installation de nouvelles enseignes. Donc le pays a aussi sa part. Si on peut faciliter l'installation de nouveaux concurrents, nous sommes présents. On en prend la direction. On se souvient que le président Broderson, lors de son déplacement à Paris, a sondé, entre guillemets, en tous les cas, a rencontré certains responsables d'enseignes. Oui, il a rencontré, il me semble, des enseignes comme Leclerc et Lidl. Donc maintenant, il y a une liberté d'entreprendre. Hein. Si ces enseignes veulent s'installer en Polynésie, ils sont les bienvenus. D'accord, on n'a pas de nouvelles pour le moment. Nous n'avons pas de nouvelles pour le moment. Le débat sur les orientations budgétaires, c'est pour bientôt, le 26 octobre. Les élus de l'opposition à l'Assemblée se disent inquiets de ne pas encore avoir reçu le rapport d'orientation. C'est fait ou ils doivent patienter encore? J'ai vu que vous avez fait un sujet jeudi à ce propos. Donc moi j'avais annoncé mardi soir que le rapport serait transmis le lendemain. Il a effectivement été transmis le mercredi à 14 heures à l'Assemblée. Donc lorsque votre article, on va dire, est passé, le rapport était bien dans les mains des représentants de l'Assemblée. Sur quoi faut-il mettre l'accent dans ce prochain budget en priorité? Sur le prochain budget, en priorité, sur des actions structurantes hein, pour le pays. Aujourd'hui, il faut aussi rapidement réfléchir à la réforme de la PSG, soutenir les entreprises.
Mmh. Alors, la commande publique, je vous le disais tout à l'heure, donc bon nombre de chefs d'entreprise se disent inquiets de ne rien voir venir. Ils ne voient pas venir de grands chantiers. Alors je vous propose d'entendre ce que disait il y a quelques jours le président du syndicat des entreprises de terrassement de Tahiti et des îles. Ça commence à être assez urgent, quoi, hein. On arrive en période de fin d'année. Bon, c'est les périodes de pluie aussi, donc il y a des travaux à envisager concernant l'entretien, on va dire, des caniveaux, des rivières. Et voilà, donc on a besoin de trouver quand même du travail, hein. J'ai entendu dire qu'ils allaient réduire, on va dire, le budget alloué à l'équipement. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, hein, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont tributaires de ces chantiers. Il ne faut pas oublier que l'activité du BTP, c'est près de 7000 emplois directs, hein, donc il faut faire très attention, hein. C'était le président du syndicat des entreprises de terrassement de Tahiti et des îles au micro de Tita Wadoum. Dans le bâtiment, c'est vrai, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que les chantiers ont été ou revus à la baisse ou alors redimensionnés. Qu'est-ce qu'il en est ? Les chantiers ont certainement été redimensionnés par rapport aux priorités qui sont axées vers la population. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la commande publique est toujours active, hein. Le niveau d'investissement est identique cette année à celui de l'an passé. La commande publique sera aussi soutenue l'année prochaine. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que de nombreux appels d'offres sont infructueux, hein. Donc il faudrait aussi que les entreprises répondent à ces appels d'offres. Et beaucoup d'entreprises ont des carnets de commandes remplis. Pour rassurer donc les chefs d'entreprise, ce matin, vous leur dites quoi ? Il n'y aura pas moins de chantiers ? Il y aura autant d'investissements, on va dire, l'année prochaine que cette année, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Sinon, la lutte contre la vie chère, comment est-ce que vous comptez la mener ici en Polynésie, de telle manière que les gens la sentent vraiment lorsqu'ils vont faire leurs achats dans les magasins ? Tout d'abord, nous avons retiré la taxe CPF, hein, qui pesait sur 1%. Sur les tarifs. Donc cette taxe, c'est 9 milliards de francs qui ont été restitués, on va dire, à la population. Ça fait plus de pouvoir d'achat. Par ailleurs, nous avons annoncé aussi que nous allons soutenir la concurrence, parce que c'est une concurrence saine qui va faire que les prix vont baisser. Alors dernièrement à Paris, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, rappelait que les écarts avec l'Hexagone ne cessent de s'accentuer. Les prix sont 30 à 40% plus élevés ici en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie aussi, qui représente l'un des premiers postes de consommation des ménages. Alors du coup, le CESE a émis un avis qui contient 10 préconisations pour augmenter le pouvoir d'achat dans les Outre-mer. Par exemple, le CESE préconise le renforcement des moyens de contrôle de la concurrence dans le secteur de la distribution, en menant notamment en Polynésie des contrôles sectoriels programmés. Vous en pensez quoi ? Les contrôles aujourd'hui sont exercés par la DGAE. Voilà. Donc l'ensemble des contrôleurs sont présents sur le terrain. Ils sont suffisants ? Il y en a Castor, ils sont suffisants. Et puis l'année prochaine, nous allons lancer une plateforme, on va dire, sur les prix, hein, un observatoire des prix, ce qui permettra à chacun de connaître les prix dans la distribution. D'accord, ça c'est pas avant 2024 donc. Ça c'est prévu pour 2024. Voilà. Alors autre préconisation du CESE, le renforcement des moyens de contrôle donc de la concurrence, on l'a dit, et puis il y a cette proposition, tenir des états généraux du coût de la vie et du pouvoir d'achat dans chacun des territoires, en incluant notamment la fiscalité et en associant les CESE. C'est faisable selon vous ici ? Je pense que le pays doit faire des bilans chaque année et puis prendre les leçons de ce qui s'est passé. Donc il faut les faire, ces états généraux, donc des états généraux, mais peut-être pas chaque année. En tous les cas, il faut quand même consulter l'ensemble des acteurs pour prendre la température chaque année. Alors sinon, dans la prochaine action forte du gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous allez mettre en priorité ? Pour le pouvoir d'achat, oui. Donc la concurrence, cet observatoire des prix qui va permettre de donner plus de transparence, plus de visibilité, et aussi davantage de contrôle de la part des agents de la DGAE. Alors sinon, vous êtes inquiet, rassuré par rapport à l'état des finances du pays aujourd'hui ?
Moi, je suis optimiste, donc je suis rassuré et je crois en les hommes et les femmes de ce pays qui veulent le construire. Très bien, merci beaucoup en tous les cas, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci encore. L'invité café.